Bon, ceci étant dit, un petit retour sur comment ça s'est passé le lancement et comment je m'étais préparée à tout ça. Parce que, on va faire un petit retour dans le passé. En octobre passé, j'avais une petite fille de 4 mois et j'étais en Californie pour un voyage. En fait, on avait pris 3 semaines, on était allé faire un road trip de la Californie, puis c'était ma fête, puis je m'étais donné comme objectif, juste de même, je me dis, bon, je lance un podcast, puis moi, je suis quelqu'un qui aime ça se donner des objectifs temporels, donc je lance mon podcast, puis d'ici à ma fête, il va être lancé. Puis là, je m'étais donné à peu près 3 mois pour préparer ce podcast-là. Moi, je me donne des objectifs sur 3 mois parce que je pense que c'est très réalisable en 90 jours de planifier, préparer et mettre en branle un projet. Et j'aime ça, ce cycle-là, pour créer des choses comme des podcasts, des cours en ligne ou des choses comme ça. Donc, vous écoutez L'ambition au féminin, épisode 50. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime L'ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses, comment ça va aujourd'hui? Hey! Épisode 50! C'est fou quand même, considérant que c'est un podcast hebdomadaire et ça veut dire que ça fait 1 an que j'ai lancé le podcast et ça fait plus ou moins 1 an, là, parce que bon, j'ai sauté quelques semaines, j'ai pris quelques semaines de vacances où il n'y avait pas vraiment d'épisode, mais je me suis dit que ça serait une bonne idée pour cet épisode de vous faire un petit recap de comment ça a été pour moi lancer mon podcast, parce que je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous qui probablement vous considérez l'idée d'ajouter le podcast ou d'intégrer le podcast à votre stratégie de contenu. Puis je me suis dit que bon, comme c'est quelque chose que j'ai fait quand même assez récemment, puis je commence à avoir le tour, j'allais partager avec vous ce que j'ai appris, comment je m'y suis pris pour lancer le podcast, qu'est-ce qui s'est passé entre le premier épisode et aujourd'hui, et peut-être justement, bon, quelques outils que j'utilise aussi pour mon podcast, savoir un petit peu comment je me suis équipée, puis qu'est-ce que ça me demande comme investissement de temps, d'énergie, etc. Donc, voilà, on commence ça. En termes de, disons, portée, en termes d'objectifs que je m'étais fixé, bon, j'ai lancé le podcast le 7 octobre 2019 et la raison pourquoi j'avais lancé le podcast, c'est que je voulais vraiment expérimenter avec un autre type de contenu, parce que ça faisait presque 4 ans que j'avais un blog qu'on publiait à chaque semaine. J'avais mon équipe de blogueuses aussi qui m'aidait à créer du contenu autour, bon, du branding personnel, de la marque, de la présence web, de l'entrepreneuriat. Et je me suis dit que c'était le moment de diversifier un peu le médium pour que mes lectrices, lecteurs, ma communauté, aient une autre façon de connecter avec mon contenu et aussi dynamiser un peu la stratégie de contenu qui, on s'entend, bon, était très verbale, très textuelle jusqu'à présent. Parallèlement, je fais beaucoup de réflexions autour du contenu longue durée, c'est-à-dire, je pense que c'est important d'avoir une certaine présence sur les réseaux sociaux, mais de plus en plus, j'essaye d'amener mes clients à avoir des plateformes qui vont perdurer dans le temps, non seulement pour le référencement naturel et le SEO, c'est-à-dire que les moteurs de recherche vont référencer leur contenu organiquement au lieu d'avoir toujours à poser une action pour avoir de la visibilité comme c'est le cas avec les réseaux sociaux, mais aussi en termes de patrimoine de contenu et aussi de notoriété de la marque que je pense que le contenu longue durée permet de créer parce que il permet justement de créer ce référencement-là et donc d'amener toujours des nouvelles personnes, mais aussi de générer une communauté qui va s'attendre à recevoir ce type de contenu de façon régulière.
Donc pour moi, le contenu longue durée, c'est une des pierres d'ancrage du marketing de contenu, du marketing inbound. Et donc, je me suis dit que j'avais un peu expérimenté avec YouTube, que j'avais trouvé très difficile à maîtriser, même si je trouve ça fascinant. Je pense que YouTube est une mine d'or d'opportunités en termes de création de contenu, mais je voulais pas m'embarquer trop dans la vidéo, surtout, bon, avec le bébé puis tout ça, je voulais avoir quelque chose d'un peu plus versatile aussi d'un point de vue créatif. Et le podcast, bon, ça s'est présenté à moi parce que je suis aussi une grande consommatrice de podcasts et j'adore la versatilité, j'adore la portabilité de ce médium qu'on peut mettre vraiment dans notre poche et consommer un peu n'importe où, surtout dans les déplacements, dans les temps un peu plus morts, je dirais. Alors, juste pour vous donner un aperçu aussi des objectifs que je m'étais fixés, moi, je m'étais fixé au début de l'année un petit objectif d'atteindre 20 000 téléchargements pour le podcast dans l'année. Bon, pour être bien transparente, je suis très très loin de d'atteindre mon objectif et c'est correct parce que bon, je savais pas trop quoi me donner. Tu sais, c'est sûr que année après année, on peut avoir un objectif de croissance en termes de chiffres pour notre contenu. Tu sais, c'est comme si je m'étais donné des objectifs pour la première année avec mon blog. C'est sûr que ça allait être difficile à juger comment le public allait réagir, quel type de marketing j'allais faire, etc. Donc, c'est sûr que dans mon cas, bon, j'ai atteint aujourd'hui 9000 vues. Donc, c'est un petit peu moins que la moitié. C'est sûr que l'année n'est pas complètement terminée, mais je suis quand même satisfaite des résultats, sachant que je ne fais pas tant de promotion pour le podcast, autre que dans mon infolettre et sur Pinterest et une fois sur Instagram. Donc, d'un point de vue, tu sais, je vais pas dans les groupes Facebook pour parler de mon podcast ou des choses comme ça, donc je vise vraiment un contenu qui est, comment dire, low maintenance, qui va demander peu de maintenance de ma part, tout en essayant de créer quand même du contenu de qualité et encourager les abonnements. C'est sûr aussi que je pousse pas non plus les abonnements via des concours ou via des choses comme ça, donc je me suis pas pris trop la tête avec la stratégie elle-même du podcast. Je sais que je pourrais probablement pousser ça plus loin si je voulais, mais pour le moment, vu qu'il y a le blog quand même qui génère beaucoup de trafic sur mon site, que j'ai une présence quand même soutenue sur LinkedIn et tout ça, j'ai décidé de pas mettre tant l'accent sur la croissance du podcast, mais vraiment de l'utiliser comme un outil de présence et de notoriété. Bon, ceci étant dit, un petit retour sur comment ça s'est passé le lancement et comment je m'étais préparée à tout ça. Parce que, genre, on va faire un petit retour dans le passé. En octobre passé, j'avais une petite fille de 4 mois et j'étais en Californie pour un voyage. En fait, on avait pris 3 semaines. On était allé faire un road trip de la Californie. Puis c'était ma fête. Puis je m'étais donné comme objectif, juste de même, je me dis, bon, je lance un podcast. Puis moi, je suis quelqu'un qui aime ça se donner des objectifs temporels. Donc, je lance mon podcast. Puis d'ici à ma fête, il va être lancé. Puis là, je m'étais donné à peu près 3 mois pour préparer ce podcast-là. Moi, je me donne des objectifs sur 3 mois parce que je pense que c'est très réalisable en 90 jours de planifier, préparer et mettre en branle un projet, et j'aime ça, ce cycle-là, pour créer des choses comme des podcasts, des cours en ligne ou des choses comme ça. Donc, la première étape que j'ai faite, c'est que je m'étais procuré la formation de Pat Flynn de Smart Passive Income, qui lui a un podcast depuis, je pense, 2008, là, je pense que c'est un des comme... Tu sais, c'est quelqu'un old school podcaster, et son podcast lui génère beaucoup de revenus. C'est quelque chose, tu sais, c'est quelque chose qui l'aide beaucoup dans sa business. Et il avait lancé une genre d'académie, pas d'académie, mais un cours en ligne pour nous montrer exactement comment lancer notre propre podcast. Puis je trouvais ça intéressant. J'ai acheté le programme qui était environ $1000 US et j'ai suivi, tu sais, parce que moi, quand j'achète un programme,
Je le suis pas à pas. Et j'ai littéralement suivi le programme de Pat Flynn pas à pas avec... j'ai fait tous les exercices qu'il demandait dans le temps qu'il suggérait et tout ça. Et j'ai clenché à travers ce programme-là, ce qui m'a donné le blueprint, le roadmap de mon podcast, y compris les petites intros, les choses comme ça. Et je trouve que ça a été vraiment une bonne décision de ma part à la place d'aller essayer de chercher les informations à propos des micros, les informations à propos de comment utiliser un logiciel de montage, de où aller chercher ma musique, d'aller vers quelqu'un qui me dit step by step quoi faire. Ça a été beaucoup... ça m'a permis d'économiser beaucoup de temps sur la recherche et sur le figure it out. Fait que moi, en tout cas, si vous êtes comme moi, je vous conseille vivement de vous tourner vers un cours ou un cours en ligne ou quelqu'un qui pourrait vous montrer c'est quoi les grandes étapes à atteindre pour faire ça. Puis c'est pas une question d'être autodidacte ou non, parce que je suis autodidacte. C'était juste une question de gérer sur quoi j'allais mettre mon focus, sachant que j'avais un petit bébé à la maison aussi et que, tu sais, j'avais d'autres choses sur quoi mettre mon énergie là, de recherche. Je pouvais pas passer genre tant de temps que ça devant l'ordinateur nécessairement. Je sais aussi que, bon, si vous ne parlez pas anglais ou si vous préférez encourager des entrepreneurs du Québec, il y a Marco Bernard, et je vous mettrai le lien, qui a son académie du podcast, lui aussi. Je pense qu'il avait fait, il avait été inspiré beaucoup par Pat Flynn et il a créé sa propre académie, son propre cours pour vous aider à monter votre podcast. Donc, props à Marco, j'ai pas d'affiliation avec lui, c'est juste que je sais que c'est l'expertise sur laquelle il se positionne. Donc, je vous mettrai les liens dans les show notes si jamais vous voulez aller voir ce que Pat Flynn et Marco Bernard font sur ces plateformes-là. Donc, j'avais suivi ce que Pat Flynn disait, j'avais tout mon plan pour mon podcast. Il suggérait d'avoir 3 à 5 épisodes de préenregistrés pour le lancement pour que quand tu lances à ta communauté le podcast, ben ils peuvent en écouter plus qu'un parce que les gens aiment ça écouter en rafale, comme on dit, ou binge listen, comme on dit en anglais. Et donc, d'avoir quelque chose pour leur mettre sous la dent. Puis moi, ce que j'avais décidé en termes de contenu éditorial, c'est que je voulais autant faire des épisodes solo comme ça où j'allais démontrer mon expertise, parler de choses qui me tiennent à cœur, mais aussi, tu sais, pas tant journal intime, mais beaucoup ce que je faisais avec le blog, là, tu sais, genre avoir des réflexions un peu plus poussées avec vous pour réfléchir à des enjeux de l'entrepreneuriat, mais aussi partager ce que j'avais appris, puis là où je peux intervenir en termes d'expérience. Et je voulais aussi avoir la formule invité parce que je m'étais... pas que je m'étais inspirée, mais moi, j'aime ça entendre des invités sur les podcasts des autres, puis je trouve que ça amène souvent des perspectives intéressantes. Chacun a son expertise aussi, et donc, je me voyais mal faire juste un podcast où c'était moi qui parlais. Je voulais qu'il y ait cet apport-là de gens différents, avec des parcours différents, avec des visions différentes. Puis c'était important pour moi de garder ça, qui venait aussi du blog, où j'essayais aussi de mettre de l'avant d'autres personnes, parce que ça serait faux de me considérer comme le be all and end all, ou genre l'espèce de gourou d'un certain domaine. Je pense qu'on est mieux d'avoir plusieurs perspectives quand on parle d'un sujet aussi large que l'entrepreneuriat ou la présence en ligne ou le marketing. Donc, c'est sûr que moi, je voulais avoir cette version-là. Là, l'autre enjeu pour moi, c'était plutôt de savoir, puis là, c'est la même chose qui arrive dans mes articles de blog, c'était quoi la durée que je voulais? Est-ce que je voulais des petits épisodes? J'aimais beaucoup les épisodes de Geneviève Gauvin avec les vraies affaires qui duraient comme 20 minutes. D'un autre côté, j'étais genre, je vais faire venir quelqu'un en entrevue pour 20 minutes ou pour... je vais couper. Tu sais, je trouvais que c'était pas assez pour les entrevues. Et j'ai décidé, je vais me laisser du lousse.
Je vais faire à peu près 30 minutes, je vais viser le 30 minutes, mais si ça dépasse, c'est pas grave. Tu sais, je vais pas couper mes invités tant qu'il y a quelque chose d'intéressant à dire. L'autre chose à laquelle je réfléchissais beaucoup, c'est que je voulais pas que ce soit un épisode, je voulais pas que ce soit un podcast où je devais faire beaucoup de montage. Parce qu'on s'entend, on se rappelle, maman, j'avais, tu sais, jeune maman, j'avais d'autres plateformes aussi, j'ai les réseaux sociaux, donc il fallait que ce soit quand même assez low maintenance. Fait que c'était pas une histoire de chronique où j'allais avoir, mettons, une partie avec une entrevue, ensuite j'allais faire un petit commentaire ou des choses comme ça. Et donc, tout ça, ça a dû être comme réfléchi en amont, puis je pense que ça vaut la peine de faire cette réflexion-là aussi, puis de s'en tenir à une formule pour que notre public s'habitue à ce qu'on veut faire. Donc, d'un point de vue ligne éditoriale aussi, c'était important, c'est quelque chose qu'on faisait dans la formation de Pat Flynn, mais de déterminer, on va parler de quoi, ça va être quoi les sujets, se faire une banque de sujets aussi d'avance pour être sûr, puis ça c'est la même chose que je faisais dans mon blog, pour être sûr d'avoir un calendrier éditorial puis de pouvoir préparer les choses en amont pour qu'il y ait un flow puis qu'on soit pas toujours à la dernière minute. Est-ce que je suis à la dernière minute? Oui. Je suis souvent à la dernière minute avec mon podcast, mais ça, c'est moi qui essaye vraiment de faire beaucoup. J'en ai beaucoup sur mon assiette, puis j'aimerais ça améliorer ça dans mes processus, mais je vais vous parler un petit peu plus tard de mes essais à la délégation du podcast et qu'est-ce que ça a donné. Mais bref, donc c'est ça. Ligne éditoriale, préparer son contenu aussi. Je pense que ça, c'est important de quand on se fait une ligne éditoriale, d'avoir des grands points qu'on veut toucher. Puis là, comme par exemple, j'ai décidé que je voulais vous parler de podcasting pour l'épisode 50, mais je suis en train de regarder, je m'étais fait des notes avec des points que je veux traiter avec vous pour qu'il y ait une certaine structure puis que ce soit pas juste de l'improvisation sans but, parce que ça, je voulais pas non plus un podcast qui allait vous faire perdre votre temps ou dans lequel vous saviez pas exactement où je m'en allais. Donc, préparer son contenu si solo. Et l'avantage d'avoir eu un blog, pour moi, c'était que j'avais pratiqué aussi le fait de poser des questions. Puis bon, il y a eu un temps aussi où Mtamark, j'avais mon groupe Facebook, puis je faisais des lives, puis pendant ces lives-là, des fois, j'avais des invités et je préparais des questions. Donc, c'était un petit peu la même idée qu'un podcast, mais c'était sur vidéo. Et puis, ça m'a permis d'affiner mes skills d'intervieweur parce que, je vais vous le dire tout de suite, ce n'est pas inné. On a l'impression que pour faire une bonne entrevue, il faut simplement connaître la personne ou connaître ce qu'elle fait. Non. En tant qu'intervieweur, pour être un bon intervieweur, il faut être en contrôle de l'entrevue, il faut savoir où on veut mener l'entrevue, il faut avoir une vision de ce qu'on veut aller chercher chez notre invité et l'amener là, parce que si on laisse notre invité parler, on va probablement déraper, le public va peut-être perdre intérêt parce que on lui a présenté un épisode sur un sujet, puis finalement, ça va dans une autre direction. Et ce n'est pas la responsabilité de l'invité de garder cette ligne éditoriale-là ou de garder le chemin préétabli que vous aviez dans votre tête quand vous avez invité cette personne-là. Donc, si j'ai un gros conseil à vous donner, c'est de peut-être, soyez indulgents avec vous-même, mais sachez que les aptitudes pour faire une bonne entrevue se développe et c'est toute une question de poser les bonnes questions, de savoir où vous en allez et de vraiment être à l'écoute quand vous faites votre entrevue, des indices qui pourraient vous amener vers un autre sujet de conversation important, de pas être, comment qu'on dit ça, distrait. Ça, c'est difficile parfois quand on parle comme ça sur le podcast, de vraiment écouter ce que la personne nous dit, c'est quoi le lien avec là où on essaie de l'amener. Puis cette écoute active-là, c'est probablement ce qui est le plus épuisant quand on fait des entrevues de podcast parce qu'on doit être 100% all-in, très présent pour pouvoir garder le contrôle sur l'entrevue. Bref, donc que vous soyez en solo ou avec un invité, soyez préparés, préparez votre contenu, préparez vos questions, ayez une idée globale de là où vous voulez aller. C'est intéressant aussi avec les invités parce que des fois, vous allez voir, il y a comme des vibes. Puis, en tout cas, moi, je suis une personne introspective qui, souvent, se disait que j'étais pas très bonne à l'oral. Et ça m'a challengée de devoir faire des entrevues parce que des fois, tu réalises que
Il y a des gens avec qui ça clique, il y en a d'autres avec qui ça clique moins, mais il faut quand même que l'entrevue perdure puis la rendre intéressante. Donc ça, c'est des belles aptitudes à développer qui vont vous aider par la suite aussi, ne serait-ce qu'avec les clients que vous allez servir. OK. Petit point. Sous-estimez pas le temps, puis ça, c'est quelque chose que j'ai peut-être sous-estimé au début, que ça va vous prendre au-delà de l'enregistrement. Parce que enregistrer le podcast, peut-être ça vous prend 1 heure, peut-être ça vous prend 30 minutes, mais bon, par exemple, s'il y a des entrevues, vous allez devoir écrire des courriels à l'invité, planifier des Zooms, downloader les enregistrements, ensuite vous allez devoir monter votre épisode et ajouter la musique du début, la musique de la fin, peut-être enregistrer une intro, et ensuite, bon, il va y avoir de réécouter peut-être l'épisode, dépendamment de c'est quoi votre format. Moi, je réécoute tous mes épisodes parce que je pourrais ne pas le faire, mais je le fais parce que je veux enlever parfois, il y a des petites hésitations que je veux enlever où je sais que, bon, mon chien a jappé, ou mon bébé s'est mis à pleurer, ou mon mari, soudainement, s'est mis à faire la vaisselle, je sais pas. Et je veux pas qu'il y ait des choses que je m'attends pas là dans l'entrevue. Par contre, je ne coupe jamais de contenu de l'entrevue, à moins que la personne me l'ait demandé, de dire « OK, tu sais, j'ai dit ça dans l'entrevue », mais ça m'arrive presque jamais. Donc, sous-estimez pas ce temps-là. En plus, après ça, il faut écrire les show notes. Et si vous avez déjà un plan préparé pour votre entrevue, c'est un avantage parce que vous pouvez vous baser sur votre plan. Mais moi, je réécoute aussi l'entrevue pour être sûr que les show notes sont adaptés à ce que je vais dire. Donc, je pourrais probablement sauver du temps là, mais pour le moment, c'est ça le process que j'ai. Je pense que je pourrais avoir un meilleur process, mais bon. Donc, pas sous-estimer ça. Aussi, bon, point de vue délégation, ah oui, il y a les visuels aussi, naturellement. Surtout si vous allez partager sur les réseaux sociaux. Point de vue délégation, j'ai essayé je connais beaucoup de personnes qui délèguent tout un tas de choses par rapport à leur podcast, que ce soit le son, l'enregistrement, de vraiment comme, justement, ce que je viens de vous dire, là, rajouter la musique au début, à la fin, faire tout le montage. Tu sais, il y a des gens qui font ça, puis je trouve ça génial. On dirait que j'ai pas encore vu l'avantage monétaire pour moi de le faire. Mais probablement il y en a un, mais je sais pas, dans ma tête, c'est encore comme trop cher pour ce que ça me rapporte. Fait que c'est pas nécessairement une question de money mindset, c'est vraiment une question de est-ce que je veux investir autant dans cette plateforme-là? Je sais pas. Bref, faut que j'y réfléchisse, mais c'est pas quelque chose que j'ai encore délégué. Une chose que j'ai commencé à déléguer parfois, c'est les show notes, donc les notes de l'épisode, parce que je faisais des expérimentations avec Pinterest, à savoir, est-ce que les gens qui cliquent sur un Pinterest vers un podcast vont écouter l'épisode ou est-ce qu'ils vont juste lire le texte. Et là, je suis en train d'expérimenter à utiliser la version blog d'un podcast, réutiliser ce contenu-là et le transformer dans quelque chose d'autre. Donc, il y a ça que j'ai commencé un petit peu à déléguer, mais il faut que je repasse quand même dessus. Donc, ça prend quand même du temps. Les visuels, naturellement, ça, c'est facile à déléguer. Le montage, parce que, tu sais, les podcasts sont hébergés sur certaines plateformes. Comme moi, par exemple, j'utilise Libsyn. Donc, d'aller mettre le document, le dossier MP3 sur Libsyn, ensuite ajouter les show notes là et s'assurer que c'est planifié. Donc ça, j'ai délégué ça. Mais je vous avoue que mes process étaient pas encore très bien établis, qui fait que là, je me ramasse 1 fois sur 2 à le faire moi-même parce que aussi, je suis dernière minute. Donc, je ne suis pas encore au stade où je peux déléguer beaucoup de choses de mon podcast, mais j'ai mis en place un nouveau calendrier éditorial sur Notion qui, je crois, va me permettre de mieux déléguer ces tâches-là parce que comme ça, je vais enregistrer et je vais pouvoir avoir tous les documents à la même place pour valider avant qu'on planifie le podcast. Mais pour ça, il faudrait que je enregistre un petit peu d'avance mes épisodes, ce qui n'est pas tout le temps facile quand on a des invités parce que des fois, on est à la merci des changements de plan.
la personne soudainement peut plus faire l'enregistrement, ou la personne peut pas enregistrer avant telle date, ou des choses comme ça. Donc, autant on peut essayer d'être d'avance. Pour le moment, je suis un petit peu trop dernière minute pour vraiment bien déléguer et profiter de l'aide de quelqu'un. Donc, je vais terminer l'épisode parce que là, j'ai parlé beaucoup de un petit peu ma vision de tout ça puis comment j'ai fonctionné. Mais je voulais vous partager un peu les outils que j'utilise pour faire mon podcast. Alors, naturellement, en termes de micro, j'ai un micro assez de base, là, c'est le Blue Yeti. Et j'ai l'espèce de filtre, le pop filter qu'on appelle, qui est l'espèce de rond avec de la mousse pour que quand je fais mes P, mes B, c'est un petit peu moins, ça griche moins dans le micro. Donc ça, je pense que ça coûte, vous avez tout ça pour peut-être 150 $. Je suis en train de regarder pour un nouveau micro qu'un de mes amis m'a suggéré, que je trouve que le son est très très bon. Mais bon, c'est pas nécessaire, là, je peux attendre, là, le Blue Yeti est quand même assez bien, puis c'est le fun quand tu fais aussi, quand t'enregistres des formations, des choses comme ça, d'avoir un micro comme ça. En termes de logiciel d'enregistrement, j'ai essayé, surtout quand je fais des entrevues, j'ai commencé avec des entrevues Zoom, et j'ai switché récemment à Zencastr, qui est une plateforme gratuite sur laquelle vous pouvez faire des enregistrements audio. Le truc avec Zencastr, c'est que t'as pas de visuel, t'as pas d'écran, t'as pas de caméra. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que le son est beaucoup meilleur qu'avec Zoom. Donc, même si j'avais mon micro puis j'avais tout ça, on dirait que le son de Zoom ne sortait pas bien. La chose qu'on peut faire aussi avec Zencastr, mais là, les gens commencent à s'habituer à juste être en audio, c'est d'avoir le vidéo sur Zoom en mettant tout le monde à muet et d'avoir Zencastr comme si on se parlait au téléphone puis qu'on enregistrait à ce moment-là. Donc, Zencastr, c'est gratuit. Zoom, moi, j'ai la version payante, mais c'est le fun de justement être capable d'être sur Zencastr puis qu'il n'y a pas de problème. Pour tout ce qui est solo ou tout le montage, j'utilise, parce que je suis sur PC, j'utilise le logiciel Audacity, qui est gratuit lui aussi, et ça marche super bien. J'utilise juste quelques fonctions, là, je suis pas une pro, là, j'ai pas fait un gros cours de Audacity. Moi, tout ce que j'ai besoin, c'est savoir comment faire play, couper, genre à des places où je veux que ça coupe, puis bouger certains clips audio là, si nécessaire. Donc Audacity, quand même assez facile à utiliser, puis super le fun pour le portefeuille. Pour planifier, je vous l'ai dit, là, j'ai tout migré mes calendriers éditoriaux sur Notion, et je pense que c'est ce qui va m'aider à mieux déléguer mes stratégies de podcast. Je vous en reparlerai dans un épisode peut-être sur la délégation quand je serai rendue là, mais c'est sûr que d'avoir tout à la même place, d'avoir tout, tu sais, là, j'utilisais OneDrive, parce que, bon, j'utilise d'habitude Google Drive, mais là, OneDrive, j'ai utilisé ça pour le podcast parce que des fois, les fichiers sont lourds, donc je voulais garder tous mes fichiers lourds sur une autre plateforme que celui où je fais tous mes coachings et des choses comme ça. Donc, OneDrive pour tout ce qui est podcast. J'utilise aussi, pour les visuels, avant j'avais Photoshop, mais là maintenant j'utilise Affinity, qui est un prix unique. C'est un peu comme Photoshop, un peu complexe comme Photoshop, mais j'aime beaucoup ça pour mes visuels. Puis finalement, une chose que j'ai ajouté à mon process peut-être au mois de mai passé, c'est que j'ai un CRM qui s'appelle Dubsado, et c'est ce que j'utilise pour prendre rendez-vous avec mes invités. Et je leur envoie un lien dans le fond pour prendre rendez-vous. Et là, toute leur information, parce que dans mon lien, il y a un formulaire qui est lié avec mon invitation, et là, ils prennent rendez-vous à la date qui leur convient pour l'enregistrement du podcast. Elles reçoivent un lien Zoom, et ensuite, je planifie mon lien Zencastr qu'ils vont recevoir dans leur courriel de confirmation quelques jours avant l'enregistrement. Et ce qui est le fun avec Dubsado, c'est que vu qu'il y a ce formulaire-là, je peux directement demander les informations, comme par exemple, j'ai besoin de 2 photos en bonne résolution, j'ai besoin de leur bio, j'ai besoin de leur lien vers leur site web, puis leur Instagram, puis leurs réseaux sociaux. Donc, dès qu'ils bookent leur rendez-vous avec moi, ils rentrent toute cette information-là dans un formulaire. Et donc, j'ai ça après ça pour faire mes textes, pour faire mes introductions et faire mes visuels. Donc, c'est une étape que j'enlève à
au process et qui est intégré dans ce CRM-là. Donc, je voulais juste vous en parler, de savoir est-ce que vous êtes capable de combiner des étapes comme ça pour rendre le processus quand même un peu plus facile. Alors voilà, on approche le 30 minutes. Justement, je veux pas vous faire un trop long épisode. C'était mes petites réflexions après 1 an à faire ça, de comment je trouvais l'idée de faire un podcast. J'avoue que j'aime ça. Parler. C'est une autre façon. Des fois, je me sens que, tu sais, je perds le fil, mais je pense qu'en général, j'ai eu quand même des bons commentaires, donc je suis contente de là où ça s'en va. Je sais qu'il y a de la place à amélioration, surtout en ce qui est délégué. Je pense qu'il y a de la place à amélioration aussi au niveau qualité audio, surtout avec mes invités. Souvent, ce qui est un peu problématique, c'est quand eux, ils sont dans une pièce qui est très grande ou ils n'ont pas des bons micros ou des bons écouteurs. C'est sûr que ça sonne un peu bizarre de voir la différence entre moi qui ai mon micro puis eux. Donc, je sais pas encore comment gérer ça. Peut-être que quelqu'un qui fait vraiment de l'audio puis qui montait ça pour moi pourrait le faire. Je sais que Zencastr aussi, quelqu'un m'a dit que si j'enregistrais en format WAV, W-A-V, il y aurait plus d'options pour jouer avec les tracks. Mais bon, je suis pas rendue là. C'est pas nécessairement quelque chose qui est une priorité dans ma liste de augmenter mes skills de, je sais même pas comment on appelle ça, le sonorisateur. Autrement, ben voilà, j'espère que ça vous donne une idée, ça vous donne peut-être envie de lancer votre podcast ou ça vous confirme dans votre idée de lancer votre podcast. Je pense que c'est une belle stratégie, un bel atout à votre stratégie tant que c'est en lien avec vos objectifs puis aussi avec votre clientèle cible. Toute action de communication, toute nouvelle stratégie, tout nouveau médium, je vous encourage vraiment à réfléchir d'un point de vue client, puis d'un point de vue brand. Est-ce que ça s'aligne bien avec là où je veux aller, avec votre vision? Puis ça, c'est notamment quelque chose qui fait partie de votre positionnement de marque et qu'il faudrait travailler comme tel et pas juste « Ah, ça me tente de lancer un podcast parce que tout le monde le fait ou parce que c'est cool ». C'était mon mot de la fin. J'espère que, bon, si vous avez écouté ça puis ça vous donne envie ou si vous avez des questions sur le podcasting spécifique ou comment je gère tout ça, je suis pas une experte, comme je vous dis, mais, tu sais, je veux dire, je fais ça depuis 1 an, je suis une créatrice de contenu, donc expérimenter avec ce médium-là, ça me ferait plaisir de vous, tu sais, de vous en jaser si vous avez des questions à ce niveau-là. Ben sinon, ben je vous souhaite une super belle semaine, puis tu sais, profitez-en pour peut-être me donner un petit 5 étoiles sur mon podcast, toujours le fun, hein? Je vous le demande pas souvent, mais j'apprécie tout acte comme ça qui ne coûte rien, mais qui me montre que vous appréciez vous aussi le contenu que je crée. Alors voilà, en vous disant à la prochaine! Salut les ambitieuses! J'aimerais faire de ce podcast une plateforme d'échange et de réflexion autour de ce que ça veut dire être une femme et avoir du succès aujourd'hui. Si tu connais une femme dont le parcours inspirant aurait intérêt à être partagé, ou si toi-même pourrais nous outiller grâce à ton expertise ou ton expérience, rends-toi sur mtamarque.com/invité pour m'envoyer les détails. Et finalement, profites-en pour t'abonner à ce podcast afin de manquer aucun des épisodes. Et si tu es dans un mode généreux, laisse-moi donc un 5 étoiles pour aider d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast. À la prochaine!